Mais à travers tout cela, la fédération a perduré, non pas en s'isolant, mais en ouvrant ses portes. Aujourd'hui, les temples sont un symbole de possibilité. Ce qui peut être créé lorsque l'art, l'intention et la communauté se réunissent. Il nous rappelle que les grands sites sacrés du monde antique, les pyramides, les cathédrales, les ziggourats, n'étaient pas que des bâtiments. Ils étaient des expressions de la croyance collective. Damanhur ose demander, pourquoi avons-nous cessé de construire ainsi? Et c'est peut-être là l'héritage des temples de l'humanité. Pas leur croyance, mais leur audace. Dans un monde obsédé par l'efficacité et le spectacle, un groupe de personnes ordinaires a décidé de creuser dans la terre et de faire quelque chose de sacré à la main, en silence, pour l'amour de la beauté et de l'esprit. Ce n'est pas seulement un temple. C'est une question gravée dans la pierre, que créez-vous de votre vie? Bien avant que les satellites n'orbitent autour de la Terre ou que les marins ne crient terre en vue, les êtres humains étaient déjà en mouvement. Traçant les côtes, traversant les déserts et inscrivant leurs idées du monde dans de l'argile, de la pierre ou de la peau. Le voyage n'était pas qu'une question de curiosité. Il s'agissait de survie. Les tout premiers explorateurs n'étaient pas des aventuriers. Ils étaient des cueilleurs et des commerçants, des chasseurs et des réfugiés. Mais avec le temps, le mouvement est devenu plus qu'une nécessité. Il est devenu une stratégie et, finalement, il est devenu un héritage. Les premières cartes n'étaient pas de grands chefs-d'œuvre cartographiques. C'étaient des motifs griffonnés sur des murs de grottes, des gravures sur des os ou des images mentales transmises oralement. Vers 2300 avant notre ère, les Babyloniens ont gravé l'une des premières cartes connues sur une tablette d'argile, non pas du monde, mais d'une seule région, marquée de rivières, de villes et de montagnes. Pour eux, la Terre était un disque plat entouré d'un océan cosmique avec Babylone, naturellement, au centre. Ce n'était pas géographiquement exact, mais cela reflétait quelque chose d'encore plus important, l'intention. Ces gens voulaient comprendre leur environnement. Ils voulaient naviguer. Mais comment voyager sans route, sans signalisation ou sans carte stellaire? On regarde le soleil. On étudie les étoiles. On mémorise le terrain, la migration des animaux, la direction du vent. Et si on a de la chance, on transmet cette connaissance à quelqu'un qui s'en souvient mieux que soi. Les anciens Polynésiens, par exemple, maîtrisaient la navigation en utilisant la houle de l'océan, les trajectoires de vol des oiseaux et la position des constellations. Pendant ce temps, les commerçants de Mésopotamie suivaient les routes fluviales comme le Tigre et l'Euphrate, transformant les inondations saisonnières en voies maritimes. Dans ces premières civilisations, le voyage était rarement solitaire. Il était communautaire, lent et souvent dangereux. Les voyageurs risquaient les bandits, les tempêtes, les maladies et tout simplement de se perdre pour toujours. Mais il apportait aussi des biens, des langues, des idées et des technologies à travers les régions. Les routes commerciales ont commencé à se former comme des veines à travers le corps du monde antique. L'exploration n'avait pas besoin d'atteindre de nouveaux continents pour être révolutionnaire. Parfois, il suffisait d'atteindre la prochaine cité-État, la prochaine oasis, la prochaine vallée fertile. Ces minuscules pas ont créé la toile d'interaction qui deviendrait la civilisation elle-même. Ainsi, lorsque nous parlons d'exploration antique, nous ne parlons pas seulement de voyages lointains. Nous parlons d'une pulsion primale de savoir ce qui se trouve au-delà de l'horizon et de laisser une empreinte sur l'inconnu. Les anciens Égyptiens n'étaient pas connus pour se promener loin et loin, mais quand ils voyageaient, ils le faisaient avec éclat, rituel et souvent une escorte armée. Le Nil était leur autoroute et il ne servait pas seulement aux croisières de plaisance. Les pharaons dépêchaient des expéditions au sud vers la Nubie, à l'est dans le Sinaï et même plus loin dans des terres mystérieuses comme le pays de Punt, un royaume semi-mythique que les Égyptiens appelaient le pays de Dieu. Son emplacement est encore débattu, Somalie, Érythrée, Arabie du Sud. Personne n'est tout à fait sûr, mais ce qui est certain, c'est que les Égyptiens y envoyaient des navires chargés de marchandises et de prières, espérant revenir avec de l'encens, de l'or, des animaux exotiques et un sentiment de prestige divin. L'une des expéditions les plus célèbres enregistrées a eu lieu sous le règne de la reine Hatshepsut, la formidable pharaone d'Égypte. Vers 1478 avant notre ère, elle a lancé un voyage vers Punt et a fièrement enregistré le voyage sur les murs de son temple funéraire à Deir el-Bahri. Les gravures représentent des navires massifs, des hommes transportant des arbres à myrrhe et des habitants avec des traits inhabituels et des coiffures élaborées. Ce n'était pas qu'un simple commerce. C'était de la diplomatie, de la propagande et un alignement spirituel, tout en un. Les Égyptiens se sont également aventurés dans la péninsule du Sinaï, non seulement pour la conquête, mais pour extraire la turquoise et le cuivre.
Ces expéditions impliquaient souvent des centaines d'ouvriers, de scribes, de soldats et de prêtres. Le voyage était parrainé par l'État et fortement documenté. Les pharaons n'envoyaient pas des aventuriers solitaires. Ils déployaient des machines logistiques. Les fonctionnaires enregistraient tout, ce qui était extrait, qui participait et combien d'offrandes étaient faites aux dieux pour assurer un voyage sûr. Bien qu'entourée de désert, l'Égypte n'était pas isolée. Des caravanes traversaient le désert occidental reliant les oasis et apportant des marchandises d'aussi loin que la Libye. Le voyage en mer, bien que dangereux, permettait un contact avec Byblos, la Crète et d'autres ports de la Méditerranée orientale. Mais ne vous y trompez pas, les voyages dans l'Égypte ancienne n'étaient pas faciles. Que ce soit par voie terrestre ou maritime, les expéditions étaient lentes, risquées et coûteuses. Pourtant, elles étaient considérées comme des extensions essentielles de l'ordre divin. Quand le pharaon bougeait, l'Égypte bougeait et chaque voyage renforçait leur vision du monde selon laquelle l'Égypte était le centre de l'univers et tout le reste, que ce soit un ami, un ennemi ou un étranger, existait pour être connu, dompté ou honoré. Pour eux, l'exploration n'était pas une rébellion contre les dieux. C'était un service à leur égard. Si l'Égypte ancienne regardait vers l'intérieur vers son fleuve et ses dieux, les Phéniciens étaient ceux qui regardaient vers la mer et construisaient des navires pour chasser l'horizon. Émergeant vers 1500 avant notre ère des villes côtières de Byblos, Tyr et Sidon dans le Liban actuel, les Phéniciens n'ont pas conquis la terre. Ils ont conquis l'eau. Et ce faisant, ils sont devenus les navigateurs et commerçants les plus audacieux du monde antique. Ils n'étaient pas un empire au sens traditionnel du terme. Pas d'armées vastes, pas de ziggourats imposantes. Mais ils ont construit quelque chose d'incontestablement plus impressionnant, un réseau. Les Phéniciens ont établi des routes commerciales qui s'étendaient à travers la Méditerranée du Levant à l'Afrique du Nord, à Chypre, à la Sicile, à l'Espagne et même au bord mystérieux de l'Atlantique au détroit de Gibraltar. En cours de route, ils ont fondé des villes, la plus célèbre étant Carthage, qui rivaliserait plus tard avec Rome elle-même. Ce qui les a rendus si performants, les bateaux. Élégants, rapides et durables, les navires phéniciens étaient les merveilles de leur époque. Ils utilisaient une combinaison de rames et de voiles avec de hautes coques pour la protection et des conceptions courbes qui fendaient les vagues. Ce n'étaient pas que des navires de transport. C'étaient des marchés flottants chargés de bois de cèdre, de verreries, de textiles teints avec leurs fameux pigments violets et d'écritures alphabétiques gravées dans la pierre et échangés comme des produits de haute technologie. Oui, les Phéniciens nous ont aussi donné l'un des plus grands outils pour la connexion humaine, l'alphabet. Leur écriture a simplifié l'écriture, passant du cunéiforme et des hiéroglyphes à un système de seulement 22 caractères. Il influencerait le grec, le latin et finalement nos alphabets modernes. Mais le voyage pour les Phéniciens n'était pas sans péril. Des pirates rôdaient dans les eaux. Les tempêtes pouvaient réduire les navires en éclats et chaque nouveau port apportait le risque d'habitants peu amicaux ou de concurrence économique. Pourtant, ils ont persisté, non pas comme des conquérants, mais comme des connecteurs. Homme mini général. Rien ne gâche plus l'appétit que de regarder ton père négocier une alliance militaire entre deux bouchées d'agneaux carbonisés et une conversation intense. Tu as des conseillers militaires qui se disputent sur les frontières, des poètes qui récitent des vers entre deux gorgées de ragoût et des philosophes qui s'insultent négligemment en grec ancien. Tout ça pendant qu'Alexandre mange tranquillement son fromage et complote la façon de finir par surpasser son père en conquête, ce qu'il a absolument fait, au fait. Parfois, Philippe rapportait des ingrédients ou des plats exotiques d'autres régions du monde grec, du poisson épicé, des pâtisseries au miel ou d'étranges herbes qui picotaient sur la langue. Alexandre y goûtait. Il faisait des commentaires polis, mais il revenait toujours aux bases, pain, viande, vin, solide, prévisible, utile pour construire un empire. Le côté émotionnel de ces dîners ? Disons simplement que la thérapie n'était pas encore inventée. Philippe était à la fois un modèle et une migraine ambulante en sandales. Leur relation était en partie amour, en partie match de gladiateurs. Lors d'un dîner, Alexandre a même quitté la table en trombe après que Philippe l'eut insulté en état d'ébriété. C'est dire à quel point les vibrations étaient mauvaises. Et c'était avant que quelqu'un essaie d'assassiner Philippe avec une lance. Donc oui, le dîner avec papa était formateur. Il a aiguisé les instincts politiques d'Alexandre, renforcé sa détermination et lui a probablement donné une préférence à vie pour les repas tranquilles avec moins de risque de coups de poignard. Maintenant, parlons d'Alexandre sur la route. Pas n'importe quelle route, mais le genre qui s'étend à travers des déserts brûlants, des cols enneigés et parfois sur les restes brûlants de tes ennemis. Qu'y a-t-il pour déjeuner sur cette route pittoresque ?
Une délicieuse portion de désespoir avec un accompagnement de nutrition tactique. Les rations de campagne dans l'armée d'Alexandre n'étaient pas faites pour le goût. Elles étaient faites pour la survie, la mobilité et, idéalement, ne pas te tuer au milieu d'une marche. Imagine un sac en lin rempli de pain d'orge, d'oignons et de viande séchée, des ingrédients qui étaient faciles à transporter, immortels et presque malveillants dans leur texture. Le pain, dense, dur, sans saveur. Si tu pouvais le mâcher sans te casser une dent, félicitations. Tu étais apte au service. Ces miches servaient aussi d'ustensiles, de boucliers, dans les cas extrêmes, d'objets de soutien émotionnel. Réchauffées sur un feu de camp, elles pouvaient presque passer pour comestibles. Froide, tu préférerais mordre dans un rocher. La viande, si elle était disponible, était salée jusqu'à être méconnaissable, chèvre, agneau ou bœuf, tranchée finement, laissée à sécher au soleil et salée jusqu'à ce qu'ils deviennent plus minéraux que musculaires. Ce n'était pas du jerky. C'était du matériel d'essai-dentaire antique. Ça se conservait bien, par contre, et si tu le faisais tremper assez longtemps dans l'eau ou le vin, ça pouvait même plier. Les oignons et l'ail étaient des compagnons constants. Non pas parce qu'ils étaient amusants, mais parce qu'ils étaient bon marché, piquants et on pensait qu'ils stimulaient l'endurance. Rien ne dit « je suis prêt pour la bataille », comme une haleine si intense qu'elle nettoie une phalange. Pour l'hydratation, il y avait du vin dilué, pas assez pour se saouler, mais juste assez pour que l'eau ait moins le goût du cuir de sel et du regret. L'eau pure était rarement sûre, surtout quand tu étais à 1000 bornes en Perse et que les ruisseaux locaux étaient occupés à être maudits. Il y avait des exceptions. Occasionnellement, après une victoire, Alexandre autorisait un festin, des animaux rôtis, des galettes avec des herbes, du vin qui n'avait pas le goût de sandales bouillies. Mais c'était rare, et toujours suivi d'une autre marche brutale. Ce n'était jamais du luxe pour le plaisir du luxe. C'était une récompense avec un retour à la réalité intégrée. Alors oui, les rations de campagne n'étaient pas gastronomiques, mais elles te maintenaient en vie, alerte et juste assez en colère pour affronter le prochain empire. Et Alexandre ? Il mangeait la même chose. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il croyait qu'aucun homme ne méritait une meilleure nourriture que son armée. Imagine ça, tu marches depuis des jours dans une chaleur étouffante. Tes sandales sont en gros des regrets en cuir et ta gorge a l'impression d'avoir été maudite personnellement par le dieu du soleil Hélios. Soudain, un soldat trouve une misérable flaque d'eau. Pas une source, pas un ruisseau, juste une flaque boueuse probablement pleine de grenouilles. Il ramasse l'eau dans son casque. Et là, arrive la partie historique. Ce soldat l'offre à Alexandre, le roi des rois, le tueur d'armée paix, remercie l'homme et la verse ensuite sur le sol devant tout le monde. C'est l'un des, mais à cause de ce qu'il n'a pas bu. Mais faisons une pause. Pourquoi un casque ? Parce que dans le monde antique, les ustensiles de cuisine étaient optionnels, mais les casques étaient de série. C'était ta tasse, ton bol, ton bouclier de tête, ton pot de chambre d'urgence. Multifonctionnel, efficace, légèrement insalubre. Le geste d'Alexandre n'était pas une question d'hydratation. C'était de l'art de la performance avec le moral comme cible. Si lui, l'homme le plus puissant en vie, n'allait pas boire tant que tout le monde n'avait pas d'eau, alors toi, le fantassin avec des coups de soleil et des pieds de tranchée, tu pouvais tenir aussi. L'eau était-elle sûre ? Probablement pas. Les armées antiques n'avaient pas vraiment de filtre à eau Berquet, mais ce n'était pas le but. En un geste fluide, Alexandre a transformé la déshydratation en team building. C'est comme un trust fold d'entreprise, mais plus poussiéreux et avec plus de sandales. Et la légende est restée. Des écrivains comme Arien et Plutarque ne pouvaient pas s'en lasser. Parce que voilà un homme qui ne menait pas seulement par la stratégie. Il menait par la souffrance mise en scène. Il avait faim quand ils avaient faim. Il marchait quand ils marchaient. Et quand la seule eau disponible ressemblait à celle qui sort d'une empreinte de sabot d'âne, il refusait quand même de boire avant ses hommes. Honnêtement, c'est du génie. N'importe qui peut partager un festin. Mais ne pas boire avec quelqu'un ? C'est de la guerre émotionnelle. Alors, la prochaine fois que tu sirotes de l'eau en bouteille et que tu te plains qu'elle n'est pas froide, souviens-toi qu'Alexandre a un jour regardé un casque de soupe de grenouille tiède et a dit « Non merci, j'attends », et son armée l'a adoré pour ça. Conquérir un empire a ses avantages. L'un d'eux ? Des améliorations culinaires. Quand Alexandre a marché en Perse, il n'a pas seulement été accueilli par des nobles tremblants et des palais abandonnés. Il a été accueilli par des banquets tellement riches qu'il faisait ressembler le pain macédonien à du gravier dans une serviette.
La cuisine perse ne plaisantait pas. Ce sont les gens qui ont donné au monde le riz pilaf, l'agneau braisé au safran et à la grenade, et environ 47 types de douceurs qui sonnaient tous vaguement comme de la brique au miel. Leurs banquets royaux étaient de l'architecture, des plats en or, des pichets en cristal, des fruits exotiques empilés comme des pyramides et suffisamment de viande rôtie pour effrayer une petite forêt. Et puis il y a Alexandre, le roi du porridge kaki et de la retenue philosophique, qui entre dans ce rêve de fièvre culinaire. C'était comme mettre un Spartiate dans un Whole Est-ce qu'il s'est parfois laissé aller? Les sources disent qu'il a essayé le riz au safran, les pâtisseries aux dattes et le vin tellement fort qu'il avait besoin de sa propre carte. Mais dans l'ensemble, il a gardé un régime étonnamment modeste. Il préférait toujours le pain, la viande et l'eau à n'importe quel ragoût serti de joyaux ou figues saupoudrées d'or. Ce n'était pas seulement une préférence personnelle. C'était une déclaration. Pour Alexandre, se laisser aller signifiait la douceur, et la douceur dans sa vision du monde menait à la perte d'empire. Alors que les nobles perses se prélassaient sur des coussins de soie en mordant dans des cailles farcies, Alexandre mâchait toujours son fidèle biscuit d'orge, souhaitant probablement qu'il ait un peu plus de détermination existentielle. Il a cependant laissé ses hommes profiter du butin. Après des années de poussière et de chèvre bouillie, il méritait une nuit ou 12 de goinfrerie. Agneau rôti, poisson grillé, gâteau au miel, le tout servi sur des plats tellement ornés qu'ils avaient probablement leur propre plan de succession. Mais Alexandre, lui, restait prudent. Il avait vu ce qui arrivait aux leaders qui laissaient le luxe s'incruster trop profondément. Un ventre mou faisait un piètre bouclier sur le champ de bataille. Cela dit, il n'était pas complètement immunisé. Quelques ingrédients perses, comme l'eau de rose et la cannelle, se sont apparemment frayé un chemin dans ses repas. La saveur, après tout, n'était pas une trahison. Alors oui, la Perse a envoyé un buffet et Alexandre l'a goûté. Mais au final, il dînait toujours comme un homme avec des déserts à traverser, des ennemis à chasser et une profonde méfiance envers tout ce qui brillait dans une assiette. Alexandre ne s'est jamais assis à dîner avec Darius III, mais il s'est définitivement assis à dîner à cause de lui. Après avoir pourchassé le roi perse à travers l'Asie comme le livreur le plus déterminé du monde, Alexandre a fini par hériter de plus que son trône. Il a hérité de tout son dispositif de restauration. On parle d'une opération de cuisine royale sous stéroïdes. Darius ne voyageait pas avec quelques cuisiniers et une marmite. Il voyageait avec des centaines de chefs, boulangers, manutentionnaires d'épices et testeurs de nourriture professionnelle dont le travail était essentiellement « mange ça au cas où ça tuerait le roi ». C'était moins un camp qu'un convoi militaire étoilé au guide Michelin. Quand Darius s'est enfui et a laissé la tente à manger derrière lui, Alexandre est entré dans un monde de décadence auparavant réservé aux immortels et aux personnes avec des égos très fragiles. Des plats plaqués or, des tables croulant sous l'agneau rôti lentement, du riz au safran, du poisson grillé enveloppé dans des feuilles de figuier et des sauces qui avaient été vieillies plus longtemps que la plupart des soldats macédoniens. Comment Alexandre a-t-il réagi? Eh bien, comme un homme élevé aux oignons et au scepticisme, il s'est assis bien droit, a apparemment ignoré les canapés et a mangé tranquillement pendant que tout le monde autour de lui s'allongeait et essayait de ne pas croiser le regard du conquérant extrêmement intense. Pas de nonchalance, pas de paresse, juste mâcher avec détermination et peut-être du jugement. Ce n'était pas de l'impolitesse, c'était de la signalisation intentionnelle. Alexandre n'allait pas se faire prendre en train de jouer au prince perse en cosplay. Il voulait que tout le monde, en particulier les anciens nobles perses qui lui remettaient maladroitement leur loyauté, sache qu'il était toujours macédonien, toujours discipliné et toujours très capable de renverser la table si les choses devenaient trop molles. Mais ne faisons pas semblant qu'il n'a pas apprécié la variété. Des sources ont mentionné qu'Alexandre a adopté certaines coutumes culinaires perses comme les repas à plusieurs plats et le vin parfumé aux fleurs occasionnelles. Il n'était pas au-dessus d'apprécier la bonne nourriture. Il était juste au-dessus d'en avoir besoin. Donc non, il n'a pas dîné avec Darius au sens traditionnel du terme, mais il a dîné à la place de Darius avec les couverts de Darius entourés des chefs terrifiés de Darius, ce qui, d'une certaine manière, était encore plus satisfaisant. Après tout, la vengeance est un plat qui se mange de préférence sur un plateau en or avec une portion de chèvre rôtie et de domination politique. Alexandre le Grand était célèbre pour beaucoup de choses, son intelligence tactique, son ambition imparable, sa domination du monde avant l'âge de 33 ans. Mais ce soir au menu? Du vin. Tellement de vin. Assez de vin pour que Dionysos dise « et, peut-être y aller mollo ». Malgré sa retenue habituelle, il y a eu des moments rares, théâtraux et légèrement tragiques où Alexandre s'est complètement laissé aller au calice.
Le plus tristement célèbre d'entre eux a eu lieu en Perse lorsque le héros conquérant entouré de luxe et de beaucoup de gens qui acquiesçaient trop rapidement a organisé un immense banquet flamboyamment indulgent. Qu'est-ce qui a été servi? Probablement une offre accablante de délices perses, agneau rôti, riz pilaf, fruits épicés, sirop de dattes et du vin versé comme s'il devait de l'argent à quelqu'un. Il y a eu des toasts, de longs toasts, des toasts émotionnels, peut-être des toasts qui impliquaient des récitations dramatiques d'Homère et des pleurs au sujet d'Achille. Puis est venu l'incident. Après de nombreuses rondes de diplomatie de plus en plus floues, Alexandre apparemment imbibé mais toujours royal a décidé de brûler le palais royal de Persépolis. Pourquoi? Les historiens se disputent encore. Certains disent que c'était symbolique. D'autres disent que c'était de la vengeance. Quelques-uns soupçonnent que c'était un défi lancé par des compagnons tout aussi éméchés. Tu sais comment ça se passe, un peu trop de jus de raisin fermenté et soudain tu torchais une merveille du monde. Alexandre s'est réveillé avec l'équivalent antique d'une gueule de bois et un empire légèrement carbonisé. C'est peut-être le premier moment enregistré de regret post-20 dans l'histoire militaire. Ce n'était pas un cas isolé de leadership éméché. D'autres histoires mentionnent des combats qui ont éclaté après des banquets, dont une soirée tragique où Alexandre dans une rage d'ivrogne a tué son ami proche Clétus, le même homme qui avait autrefois sauvé sa vie au combat. Cette nuit particulière s'est terminée avec des vomissements, des larmes et une crise de proportions existentielles. Ton vendredi soir moyen à Babylone. La leçon à retenir? Pour un homme tellement obsédé par le contrôle, l'alcool était son unique point faible. Et plus il avait de succès, plus il était difficile d'empêcher le vin et les flagorneurs de déborder. Alors oui, Alexandre buvait parfois trop. Et quand il le faisait, il n'était ni un roi ni un dieu. Il était juste un homme très saoul avec un très mauvais sens de l'échelle et malheureusement un accès à des torchets. Marcher en Inde n'était pas seulement une manœuvre géopolitique. C'était une balle courbe culinaire pour Alexandre et ses troupes épuisées nourries au pain plat. Ils avaient traversé des déserts brûlants, pataugé dans des cols de montagnes glaciales. Et maintenant, les voilà face à face avec des épices qu'ils ne pouvaient pas prononcer et des animaux qui ressemblaient à des tours de siège avec des défenses. Sur le plan alimentaire, l'Inde était une révélation. C'était une terre de lentilles, de riz, de gingembre, de curcuma, de tamarin et suffisamment de chaleur piquante pour transformer le casque d'un soldat macédonien en sauna. Des sources anciennes, bien que vagues et vaguement éblouies, décrivent comment l'armée a rencontré des saveurs entièrement nouvelles, des currys, des ragoûts parfumés et des légumes qui n'étaient pas seulement bouillis jusqu'à en être émotifs. Alexandre l'aurait apparemment bien accueilli. Malgré son goût pour la simplicité, il était curieux, adaptable et juste assez conscient de lui-même pour savoir qu'il ne faut pas insulter la cuisine locale quand on est encore techniquement en train d'envahir. Il a essayé leur nourriture. Il a respecté leurs traditions. Il n'a cependant pas appris à cuisiner. Cela restait strictement le problème de quelqu'un d'autre. Ces hommes, en revanche, ne se sont pas adaptés aussi gracieusement. Les soldats macédoniens étaient construits pour la viande, le pain et la mauvaise humeur. Les lentilles épicées et les fruits étranges ont été accueillis avec suspicion ou dans certains cas des plaintes publiques suffisamment fortes pour effrayer les éléphants. La rumeur dit que de nombreux soldats ont commencé à regretter le bon vieux ragoût d'orge. C'est-à-dire si on peut appeler le ragoût d'orge bon. Puis sont venus les éléphants, non pas comme dîner, attention, mais comme adversaire sur le champ de bataille. Alexandre toujours pragmatique a probablement jeté un coup d'œil à un éléphant de guerre et a dit, d'accord, nous ne mangeons pas ça, mais nous allons certainement en embaucher quelques-uns. Pourtant, l'hospitalité indienne venait avec des tables pleines de plats richement aromatisés, des chèvres mijotées dans des épices, des beignets, des desserts aux dattes. Même si Alexandre s'en tenait à de petites portions, il ne pouvait ignorer l'écrasante générosité. En fait, certains rapports affirment qu'il a renvoyé de la nourriture à ses troupes comme un stimulant du moral, ce qui est du langage général antique pour « essayer ça et arrêter de pleurer ». Finalement, l'Inde a étendu plus que les frontières de l'Empire. Elle a étendu leurs papilles gustatives, leur tolérance aux épices et leur planification des toilettes d'urgence. Et pour un homme qui avait autrefois considéré un déjeuner de non salé, c'était une croissance. Tu peux conquérir la Perse, marcher à travers l'Égypte, traverser l'Inde et dîner avec des rois, mais finalement la lentille te rattrape toujours. Pour Alexandre, peu importe à quel point il errait ou combien de festins dorés étaient dressés devant lui, il revenait toujours à l'équivalent culinaire d'un haussement d'épaule, des lentilles bouillies. Humble, sans prétention et à la texture quelque part entre du gravier mou et du scepticisme chaleureux, les lentilles étaient son étoile polaire alimentaire. Maintenant, était-ce parce qu'il aimait les lentilles?
Probablement pas. Aucun enfant ne rêve de diriger le monde en mangeant des légumineuses tièdes. Mais les lentilles étaient pratiques, nutritives et surtout politiquement neutres. Elles ne criaient pas au luxe, ne suscitaient pas l'envie et ne provoquaient pas d'incidents diplomatiques. Elles étaient juste là, comme des sandales ou ton conseiller le plus loyal mais ennuyeux. Dans un monde de nourriture exotique et de banquets dangereux, les lentilles étaient sûres. Elles ne provenaient pas de sources suspectes. Elles ne nécessitaient pas de traduction et elles ne conduisaient certainement pas à un incendie de palais, voire chapitre 9 sur le vin. Pour un dirigeant qui dormait avec un poignard sous son oreiller, c'était la cuisine idéale. Historiquement, les lentilles étaient depuis longtemps un aliment de base dans le régime alimentaire grec et macédonien, riche en protéines, facile à stocker et cuisinable avec juste une marmite, du feu et de faibles attentes. Ajoute un peu de vinaigre ou d'huile, peut-être de l'ail écrasé si tu te sens fantaisiste, et voilà la version antique de « je suis trop fatigué pour cuisiner ». Certaines sources suggèrent que même à Babylone, avec un accès à toutes les épices, rôtis et délices imaginables, Alexandre demandait encore des repas simples, et les lentilles, bien sûr, faisaient partie de la liste restreinte. Ce n'était pas une punition. C'était de la philosophie, un clin d'œil à la discipline et peut-être un subtil flex, je pourrais manger une caille au miel enveloppée dans une feuille d'or, mais je choisis des légumineuses brunes et molles. Il est également probable que les lentilles lui rappelaient la maison, l'entraînement dans les collines macédoniennes, les dîners avec Aristote où la nourriture venait avec des leçons morales et les camps militaires où la seule chose constante était le bruit de quelqu'un qui mâchait quelque chose de légèrement tragique. Alors oui, la lentille est revenue, pas avec une fanfare, mais avec un plop silencieux dans un bol en bois et Alexandre, empereur de la moitié du monde connu, a pris sa cuillère et a mangé. Parce que même la grandeur a besoin de fibres. Quand tu penses à des collations royales, tu pourrais imaginer des raisins pelés par des serviteurs tremblants ou des pâtisseries délicates servies sur des plateaux en argent pendant qu'un harpiste joue quelque chose d'émotionnellement complexe en arrière-plan. Mais pour Alexandre le Grand, la collation n'était pas si cinématographique. La plupart du temps, les collations étaient consommées en montant à cheval, en supervisant un siège ou en redessinant nonchalamment les frontières du monde connu. La commodité était donc essentielle. La collagenabilité n'était pas mesurée par la saveur, mais par sa capacité à survivre en étant lâché dans une sacoche, piétiné par un cheval et à être techniquement comestible. Entrent en scène les figues séchées, les olives, les pois chiches rôtis, les noix et des morceaux de fromage de chèvre vieillis tellement fermes qu'ils pouvaient servir de projectiles. C'étaient les barres granola du monde antique, compactes, robustes et émotionnellement indifférentes. Les figues séchées étaient un favori. Portables, collantes et pleines de sucre et d'énergie, elles donnaient à Alexandre un regain rapide d'endurance, ce qui était pratique quand tu conquérais des villes avant le déjeuner. Les olives étaient salées, huileuses et connues pour tacher ta tunique à des moments diplomatiques inopportuns. Mais bon, des électrolytes. Les pois chiches rôtis, quant à eux, étaient le pop-corn de l'Antiquité. Croquant, satisfaisant et abondant, bien que tragiquement non beurré. Et les noix, en particulier les amandes et les noix, fournissaient des protéines, des graisses et quelque chose à mâcher tout en débattant de la question de savoir s'il fallait traverser une autre chaîne de montagnes. Les commandants d'Alexandre transportaient probablement des provisions similaires, parfois enveloppées dans du tissu ou stockées dans de petits sacs en cuir. Pas de Tupperware, pas de sacs hermétiques, juste des amuse-gueules couverts de poussière distribués entre des combats à l'épée. Et bien sûr, il y avait toujours la poussière de la route, pas consommée intentionnellement, mais pratiquement inévitable. Tout en avait une couche. Le pain, la viande, les figues. Il y a une raison pour laquelle les armées antiques étaient minces. Elles mâchaient constamment du sable et faisaient semblant que c'était de l'assaisonnement. Certains récits suggèrent même qu'Alexandre, bien qu'ayant accès à des choses plus raffinées, choisissait souvent de manger comme ses soldats. Il ne voulait pas paraître distant ou choyé, et grignoter du fromage de chèvre en étant assis sur un rocher avec tes hommes. C'est de la relation militaire antique 101. Donc non, les collations royales n'étaient pas décadentes. Elles étaient durables, fonctionnelles et aromatisées principalement par l'environnement, qui pour Alexandre avait le goût de l'ambition, de la saleté de la route et d'une figue occasionnelle. Chaque empire a ses moments d'excès culinaire et les conquêtes d'Alexandre n'ont pas fait exception. Alors que ses repas quotidiens étaient souvent pratiques et austères, il y avait des banquets occasionnels, en particulier après des victoires, où les choses devenaient bizarres. Pas le passé le sel bizarre, plus le un danseur cracheur de feu bizarre. Les festins de victoire étaient du théâtre diplomatique doublé d'une frénésie calorique. Tu avais des nobles Perses qui essayaient de ne pas pleurer dans leurs serviettes en or,
des soldats macédoniens qui se demandaient si le lézard au miel était une blague et Alexandre assis à la tête de tous essayant d'empêcher les choses de dégénérer en guerre interprétative alimentée au vin. Ces banquets étaient remplis d'animaux rôtis trop grands pour une seule table, de bols de riz inondés de grenades, de pâtisseries en forme d'oiseaux et de vin versés par des hommes portant plus de bijoux que de vêtements. Il y avait aussi des spectacles musicaux, de la poésie, des acrobates, peut-être un éléphant ou deux faisant quelque chose de symbolique et vaguement menaçant. Mais le vrai chaos venait avec les toasts. Dans la tradition macédonienne, la consommation d'alcool n'était pas seulement encouragée. C'était pratiquement militarisé. Les hommes essayaient de se surpasser les uns les autres en volume de vin et en monologue émotionnel. Ça commençait par Alexandre et ça finissait par quelqu'un qui criait « Je mourrai pour tes sandales » en pleurant sur une cuisse d'agneau. L'un des banquets les plus célèbres devenu incontrôlable a eu lieu à Samarcande, où Alexandre a essayé de fusionner les traditions macédoniennes et perses en faisant festoyer les deux peuples ensemble en tant qu'égaux. Une belle idée, un cauchemar logistique, barrière linguistique, malentendu culturel et le fait que la cuisine perse incluait des sauces alors que la cuisine macédonienne considérait le sel comme une indulgence. C'était voué à ce que quelqu'un renverse un plat. Parfois, l'étrangeté était involontaire, comme lorsqu'Alexandre a organisé un banquet dans une ville qui avait été récemment conquise et qui sentait encore la fumée ou lorsque les gens apportaient des plats d'hommage extravagants, des pans vivants, du chameau glacé au miel, paraît-il, ou un pudding qui nécessitait 6 serviteurs et une patience divine. Ces festins étaient plus que de simples repas. C'étaient des déclarations politiques, des coups de pub pour l'unité, des remontants du moral et des leçons occasionnelles sur pourquoi tu ne laisses pas le type de trace approcher l'amphore à vin. Alors oui, Alexandre pouvait donner une fête, mais même dans ce cas, il mangeait souvent avec parcimonie, buvait avec prudence et regardait tout comme un homme qui savait que l'histoire prenait toujours des notes. Au moment où Alexandre a atteint Babylone, il n'était plus seulement un roi. Il était une marque mondiale avec un régime alimentaire qui comprenait maintenant des éléments de Grèce, de Perse, d'Inde et de quoi que ce soit qu'ils aient rôti en Bactriane. Babylone, bien sûr, a déroulé le tapis rouge. Et par tapis rouge, nous entendons des festins qui faisaient ressembler les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques à des repas partage. C'était le point culminant culinaire de son voyage. Les chefs babyloniens étaient des maîtres de l'opulence. Ils avaient accès à de l'agneau nourri au grain, du vin de dattes épicées, des fruits cuits et des sauces à n'en plus finir, le tout servi avec du panache et généralement sur quelque chose en or. Les repas étaient servis en plusieurs plats, avec de la musique, de l'encens et une légère odeur de gloire ou d'épuisement, peut-être les deux. La table d'Alexandre était maintenant un événement géopolitique, assis à côté de lui des satrapes perses, des émissaires indiens, des généraux grecs et probablement un philosophe ou deux faisant semblant de ne pas être profondément mal à l'aise avec le cumin. Pourtant, malgré le spectacle, Alexandre mangeait toujours simplement la plupart du temps. Il ne se gavait pas. Il ne se drapait pas de miel. Il gardait les vieilles habitudes, pain, viande, peut-être un peu de vin, même pendant que des pans farcis aux dattes défilaient. Une partie de discipline, une partie de message politique, oui, je dirige le monde, mais je suis encore assez humble pour mâcher de la viande séchée comme un fantassin. Et puis est venu le festin final. Les récits varient énormément car les historiens anciens n'étaient pas exactement connus pour vérifier les faits, mais la plupart s'accordent à dire qu'Alexandre a assisté à un banquet massif, peut-être en l'honneur d'un dieu, d'un ami ou juste pour avoir survécu à un autre jeudi. Il y avait de la nourriture. Il y avait beaucoup de vin et quelque temps après, il est tombé malade. Était-ce un empoisonnement, une fièvre, le paludisme, une insuffisance hépatique due à des années de domination mondiale à haut rendement? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que pendant 11 jours, Alexandre est resté alité, incapable de parler, de manger ou de se lever. L'homme qui avait consommé des continents pouvait à peine siroter de l'eau. Il n'y a pas de compte rendu détaillé de son dernier repas. Ce n'était probablement pas grandiose. Ça aurait pu être une coupe de vin ou juste un linge humide sur ses lèvres. En fin de compte, le conquérant des empires a suivi le chemin de tous les mortels. Tranquillement, humblement et peut-être affamé. Ainsi se sont terminés les festins. Ainsi s'est terminé l'homme. Et à Babylone, les tables de banquet étaient nettoyées et l'histoire prenait place. Imaginons un instant qu'Alexandre le Grand se promène dans le monde moderne, sa cape poussiéreuse flottant à ses côtés, un peu décontenancé par les escalators, et se retrouve à faire la queue dans une aire de restauration. Qu'est-ce qu'il commanderait? Soyons clairs, Alexandre n'était pas un homme pour les fioritures. Il ne souffrait pas de l'indécision et il ne croyait certainement pas au composer votre propre bol.
Il scannerait les options, tacos fusion, smoothie arc-en-ciel, tout frit et se fixerait probablement sur quelque chose de simple, portable et riche en protéines. Il ignorerait les aliments à la mode recouverts de sucre et se dirigerait probablement directement vers un gyro d'agneau, en approuvant la viande rôtie qui tourne comme un mini char de guerre. Des barres énergétiques à base d'orge, un terrain familier, de la soupe de lentilles, un favori nostalgique, des oignons grillés, oui, mais seulement si l'odeur lui rappelait la conquête et le manque de maîtrise de soi. La restauration rapide le déconcerterait, mais l'efficacité militaire pourrait le séduire. L'idée que la nourriture soit prête en moins de 2 minutes aurait semblé de la sorcellerie en Macédoine, bien qu'il veuille probablement inspecter la cuisine et peut-être la conquérir. S'il était obligé de faire face à un menu moderne, il aurait des questions. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une salade César? N'a-t-il pas été poignardé dans le forum? Pourquoi ce poulet général, quelle armée a-t-il commandé? Et après avoir goûté un milkshake, c'est délicieux. Quel animal avez-vous trait pour obtenir du sucre? Sur le plan de la santé, il s'en sortirait probablement bien. Son régime alimentaire original, pauvre en glucides, riche en marche 20 bornes avant le petit déjeuner, était déjà approuvé par les influenceurs. Paléo? Il l'a pratiquement inventé. Keto? C'est juste la saison des campagnes. Pourtant, même avec toute cette nouveauté, il est probable qu'Alexandre aspirerait toujours à la simplicité, une galette, de la viande rôtie, une tasse de vin coupé bien sûr, parce qu'il n'était pas un barbare. Pas de cupcakes scintillants, pas de toast à l'avocat, certainement pas de nourriture servie dans un bocal maçon. Pourquoi? Parce qu'Alexandre n'était pas seulement un homme d'appétit. C'était un homme de détermination. La nourriture était du carburant, un outil. Occasionnellement un remontant du moral, mais jamais l'événement principal. Donc, si tu te retrouves à te demander quoi commander tout en te sentant profondément indécis, demande-toi simplement, est-ce qu'Alexandre mangerait ça ou est-ce qu'il l'annexerait? Et soudain, cette galette aux lentilles pourrait ne plus avoir l'air aussi ennuyeuse après tout. Dans les derniers jours du monde antique, lorsque les plus grands esprits de la Méditerranée se réunissaient encore sous les colonnades et se disputaient sur la nature du cosmos, une femme nommée Hypatie se tenait au centre de tout ça. Née vers 360 de notre ère dans le creuset intellectuel d'Alexandrie, elle n'était pas censée diriger, pas selon les coutumes de l'époque. Pourtant, elle était là, non seulement participant à la philosophie et à la science, mais excellant dans ces domaines. Son père, Théon, était un mathématicien et philosophe respecté associé au Grand Musée d'Alexandrie, un centre d'apprentissage qui faisait encore écho à l'héritage déclinant de la bibliothèque autrefois puissante. Mais alors que la plupart des pères apprenaient à leurs fils à lire et à monter à cheval, Théon s'est investi à fond dans sa fille. Il a formé Hypatie à l'arithmétique, à la géométrie, à l'astronomie et à la philosophie platonicienne. Elle n'a pas seulement mémorisé des théories, elle les a remises en question, les a débattues et les a enseignées. Au moment où elle a atteint l'âge adulte, Hypatie avait dépassé son père en intelligence et en influence. Ses conférences attiraient des étudiants de tout l'Empire, païens, chrétiens, sceptiques et fanatiques. Elle enseignait ouvertement dans les rues et les salles de conférences, enveloppée dans son manteau de philosophe, attirant l'attention non pas avec l'autorité, mais avec la clarté. Elle expliquait le mouvement céleste, les sections coniques et les propriétés des nombres avec une telle brillance que les gens la décrivaient comme presque divine. Et ce n'était pas une érudite cloîtrée cachée dans des pièces poussiéreuses. Hypatie circulait librement dans le monde dominé par les hommes de l'Égypte romaine tardive, offrant des conseils aux fonctionnaires municipaux et même aux gouverneurs romains. Elle incarnait l'ancien monde, le monde classique, celui qui sombrait rapidement sous les marées de la transformation religieuse et de l'instabilité impériale. Mais Alexandrie n'était plus seulement une ville de livres. C'était aussi un champ de bataille des religions, le christianisme en pleine ascension, le paganisme en déclin et la politique devenant plus dangereuse que n'importe quelle équation. La renommée d'Hypatie, son indépendance et son statut de symbole de la pensée classique rationnelle ont commencé à susciter l'envie et le ressentiment chez ceux qui préféraient la révélation à la raison. Pourtant, dans ses premières années, elle était intouchable. Hypatie était la lumière finale d'une époque en déclin, une femme vénérée non pas parce qu'elle s'intégrait au monde des hommes, mais parce qu'elle s'élevait bien au-dessus de lui. À une époque où l'on attendait des femmes qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles restent loin des salles de conférences, Hypatie a fait quelque chose de profondément subversif, elle a choisi la vie de l'esprit. Et plus important encore, Alexandrie l'a plus ou moins laissé faire. Sa présence était radicale, mais son intelligence rendait la contestation difficile. Hypatie ne s'est pas frayé un chemin dans les cercles intellectuels. Elle a été invitée.
sa maîtrise des mathématiques et de l'astronomie l'a placé à l'avant-garde du néoplatonisme, un mouvement philosophique mêlant les enseignements de Platon à des éléments de mysticisme. Pense à des idées élevées sur le voyage de l'âme, la nature de la réalité ultime et l'échelle entre le matériel et le divin, le tout délivré avec une précision géométrique. Les conférences d'Hypatie n'étaient pas non plus des somnifères académiques. Sa réputation était magnétique. Les étudiants venaient non seulement d'Alexandrie, mais de tous les coins de l'Empire, désireux de s'asseoir à ses pieds. Beaucoup d'entre eux étaient des hommes romains de la classe supérieure qui, paradoxalement, apprenaient la logique et la discipline d'une femme que leur propre société aurait réduite au silence. Elle enseignait publiquement, pas en secret. Elle traversait la ville dans son manteau de philosophe, attirant l'attention dans les forums et les amphithéâtres, donnant souvent des discours devant des foules mixtes. Ce n'était pas seulement sa connaissance qui captivait. C'était son caractère. Hypatie était célèbrement ascétique, désintéressée par la richesse ou le plaisir. Elle est restée célibataire, peut-être délibérément pour maintenir son indépendance et sa pureté philosophique. Selon une histoire, probablement apocryphe, mais toujours révélatrice, lorsqu'un étudiant a tenté de la courtiser, elle l'a repoussé en lui jetant un chiffon menstruel sanglant et en déclarant « Voilà ce que tu aimes, jeune homme, pas la beauté. » Message reçu. Pourtant, malgré son stoïcisme, elle n'était pas froide. Beaucoup de ses étudiants l'adoraient non seulement comme enseignante, mais comme guide moral. Certains sont devenus évêques, juges et gouverneurs. En particulier Synésio de Cyrène, l'un de ses étudiants les plus dévoués, est devenu plus tard évêque chrétien tout en conservant sa vénération pour Hypatie toute sa vie, lui écrivant des lettres qui ressemblaient à une combinaison de courriers de fans, d'enquêtes philosophiques et de thérapie spirituelle. Elle n'était pas seulement une érudite. Elle était l'incarnation de l'âme antique d'Alexandrie, scientifique, philosophique, tolérante et dangereusement brillante dans un monde de plus en plus intolérant de jour en jour. Au moment où Hypatie a atteint son apogée intellectuel, la bibliothèque d'Alexandrie, autrefois le joyau de la connaissance humaine, n'était plus que l'ombre d'elle-même. La structure originale avait été détruite par des vagues de guerre, de négligence et de chaos politique. Ce qui restait était dispersé dans toute la ville, des annexes, des parchemins cachés dans des collections privées et quelques érudits s'accrochant encore au rêve de la connaissance universelle. Parmi eux, aucun ne brillait plus qu'Hypatie. Bien qu'elle ne soit pas la bibliothécaire officielle de ce qui restait, beaucoup la considéraient comme l'héritière de facto de cet héritage. Elle a édité et préservé d'importants textes mathématiques, notamment des œuvres de Diophante et d'Apollonius. Certains érudits pensent même qu'elle a contribué à la conception de l'astrolabe et de l'hydromètre, des outils essentiels à l'astronomie et à la mesure. C'est exact, elle ne se contentait pas de théoriser sur les étoiles, elle aidait à construire les instruments utilisés pour les observer. Et puis il y avait son commentaire sur l'Almageste de Ptolémée, un traité astronomique complexe rempli de modèles mathématiques expliquant le mouvement planétaire. La plupart des gens ne pouvaient même pas le prononcer, encore moins l'améliorer. Mais les révisions d'Hypatie ont rendu l'œuvre plus accessible aux générations futures, assurant sa survie à travers les âges. Ironiquement, ces modifications deviendront la norme dans les traductions arabes des siècles plus tard, bien après que le monde romain ait oublié son nom. Mais Hypatie ne thésaurisait pas les connaissances. Elle croyait au partage sans relâche. Sa salle de classe était partout où elle se tenait. Qu'il s'agisse de schématiser des paraboles ou de déconstruire les formes de Platon, elle n'a jamais traité la science et la philosophie comme des domaines distincts. Pour elle, ils étaient unis, l'esprit et le cosmos, un vaste système interconnecté. Cette conviction la rendait vénérée, mais aussi vulnérable. Parce qu'Alexandrie changeait. Les évêques chrétiens gagnaient en puissance. Les temples étaient transformés en églises et la suspicion à l'égard du savoir païen grandissait. Hypatie, une philosophe enracinée dans la tradition classique, a commencé à être considérée non seulement comme une enseignante, mais comme une menace. Une femme qui enseignait l'astronomie au lieu de la théologie, qui remettait en question plutôt qu'elle n'obéissait, qui restait publiquement non affiliée à aucune religion. Peu importait que certains de ses étudiants soient chrétiens ou qu'elle ne montre aucune hostilité ouverte à l'Église. Ce qui importait, c'était le symbolisme. Hypatie représentait l'ancien monde, celui de la raison et de l'enquête. Et dans une ville qui se tournait vers le dogme, c'était plus dangereux que n'importe quel parchemin. Au début du VE siècle, Alexandrie n'était plus le berceau serein de l'apprentissage auquel elle aspirait autrefois. C'était un autocuiseur de fureur religieuse, de rivalité politique et de violence de rue. Hypatie, qu'elle le veuille ou non, était devenue plus qu'une simple philosophe.
Elle était maintenant un symbole et les symboles ont tendance à attirer les foules. La tension dans la ville était palpable. D'un côté, l'élite païenne et intellectuelle s'accrochait encore aux vestiges de la culture gréco-romaine. De l'autre, la marée montante du christianisme, non plus une fois persécutée, mais maintenant une force assertive et politiquement dominante. Et au milieu, des administrateurs romains essayaient de maintenir la paix avec toute l'efficacité d'un homme essayant d'éponger l'océan. Le nouvel évêque chrétien d'Alexandrie, Cyril, était ambitieux, influent et désireux d'asseoir l'autorité de l'Église sur la ville. Son rival était Oreste, le gouverneur romain, lui-même chrétien, mais politiquement prudent et un peu plus tolérant à l'égard du pluralisme traditionnel d'Alexandrie. Les deux hommes se détestaient et dans ce chaudron bouillonnant d'hostilité, Hypatie est involontairement devenue un paratonnerre. Elle avait le respect d'Oreste, servant souvent de conseillère de confiance. Mais elle est restée farouchement neutre en matière de religion, refusant de se convertir, refusant de prendre parti et refusant de disparaître. Cela, à une époque où la neutralité était considérée comme une trahison, était un problème. La population chrétienne, en particulier ses factions les plus militantes, a commencé à chuchoter qu'Hypatie était la raison pour laquelle Oreste et Cyril étaient enfermés dans un conflit. Qu'elle jetait des sorts, qu'elle manipulait la politique avec de la sorcellerie païenne, qu'elle empêchait Alexandrie de réaliser sa destinée chrétienne. C'était bien sûr absurde. Mais quand une ville est ivre de zèle et de sang, l'absurdité se répand plus vite que la raison. Dans le même temps, un groupe connu sous le nom de paraboles, essentiellement des exécutants religieux ou des moines avec des muscles, gagnait en influence sous Cyril. Créé à l'origine pour soigner les malades et enterrer les morts, il ressemblait de plus en plus à une force paramilitaire faisant respecter l'autorité de l'Église dans les rues. Et il y avait Hypatie, brillante, indépendante, respectée par le pouvoir romain, impénitente païenne dans sa vision du monde, conduisant calmement son char à travers la ville comme si elle n'avait pas une cible peinte sur son dos. Mais dans le nouvel ordre d'Alexandrie, personne ne restait longtemps au-dessus du feu croisé. Cyril d'Alexandrie n'est pas arrivé au pouvoir avec de douces intentions. Succédant à son oncle Théophile comme évêque en 412 de notre ère, Cyril a hérité d'une église prête à dominer et il n'avait aucun intérêt à n'être qu'un chef spirituel. C'était un homme qui maniait la théologie comme une épée et la politique comme un poignard. Et Alexandrie, fragmentée par l'idéologie, était l'endroit idéal pour mener sa campagne. La mission de Cyril était double, déraciner l'hérésie et affirmer la suprématie de l'Église sur l'autorité civile. Et il n'a pas perdu de temps. Il a fermé les églises novacianistes, expulsé les Juifs de la ville et étendu son influence à la fois sur la chair et dans la rue. Ses sermons n'inspiraient pas seulement, ils mobilisaient. Il connaissait le pouvoir du spectacle, d'aligner la rhétorique divine avec la force physique, et les paraboliques, ce bras militant non officiel de l'Église, sont devenus ses bottes sur le terrain. Naturellement, cela ne plaisait pas à Oreste, le gouverneur impérial. Bien que chrétien, Oreste a maintenu la politique de longue date de Rome en matière de tolérance religieuse. Il a résisté aux actions agressives de Cyril, en particulier celles qui empiétaient sur le droit civil. Leur relation a dérapé plus vite qu'une bille qui roule sur un escalier de temple. Oreste a essayé la diplomatie. Il a essayé le confinement. Ce qu'il a obtenu en retour, c'est de la violence. Lorsqu'une foule chrétienne a tenté de l'assassiner en lui lançant des pierres lors d'une allocution publique et qu'un moine, Ammonius, a été arrêté et exécuté pour l'attaque, Cyril l'a salué comme un martyr. La faille était maintenant une plaie ouverte. Et prise dans cette lutte de pouvoir à enjeux élevés, il y avait Hypatie, respectée par Oreste, détestée par les partisans de Cyril et impossible à ignorer. Elle n'était pas ouvertement politique, mais son intelligence et son influence faisaient d'elle une menace. Son existence même sapait l'idée que la sagesse ne coulait que par l'Église. Une femme, une païenne, une astronome et une proche conseillère du plus grand ennemi politique de Cyril. Peu importait qu'Hypatie n'ait pas d'armée, pas d'ambition pour un poste. Dans une ville où la théologie et le pouvoir étaient maintenant indiscernables, la neutralité était la position la plus dangereuse de toutes. Et le silence de Cyril sur les chuchotements croissants contre elle s'avérerait assourdissant. Parce qu'à Alexandrie, quand les gens commencent à pointer du doigt des sorcières, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un n'allume le feu. En 414 de notre ère, Alexandrie était devenue une ville où la vérité n'était plus nécessaire pour la condamnation, seulement la suspicion et une foule. Hypatie, autrefois célébrée dans tout l'Empire comme une philosophe d'une brillance inégalée, était maintenant dépeinte sous des tons plus sombres par ses ennemis. Des chuchotements se sont répandus comme la peste qu'elle était une sorcière, qu'elle gardait Oreste sous son emprise, qu'elle complotait contre l'Église.
Rien de tout cela n'avait de fondement factuel, mais les faits n'étaient plus à la mode. Une grande partie de la propagande contre Hypatie jouait sur sa visibilité. Elle était une personnalité publique, conduisant dans son char, enseignant en plein air, consultant de hauts fonctionnaires. Ce genre d'assurance chez une femme, qui plus est, offensait la vision du monde rigide qui s'enracinait chez les extrémistes religieux d'Alexandrie. Pour eux, Hypatie représentait tout ce qui n'allait pas dans l'ancien monde, elle était féminine, philosophique et défiant non convertie. Des rumeurs affirmaient qu'elle adorait des démons, qu'elle pratiquait les arts noirs, que ses astrolabes étaient des instruments magiques utilisés pour tordre la volonté des hommes. En réalité, ce n'étaient que des outils scientifiques. Mais la science, à une époque aux prises avec l'extrémisme religieux, peut ressembler terriblement à de la sorcellerie pour ceux qui ne la comprennent pas ou ne veulent pas la comprendre. Une histoire l'accusait même d'empêcher la réconciliation entre Oreste et l'évêque Cyril. La logique était la suivante, Hypatie conseillait Oreste, Oreste s'opposait à Cyril, par conséquent, Hypatie devait être à l'origine du conflit. Un petit syllogisme soigné, commode, simple et mortellement faux. Les rues bourdonnaient d'agitation. Il ne s'agissait plus de savoir si quelque chose allait arriver à Hypatie, mais quand et avec quelle violence. Les paraboles, autrefois anciens gardiens des pauvres, s'étaient complètement transformés en zélotes impatients de trouver une cause. Et la majorité chrétienne de la ville, déjà préparée à considérer Hypatie comme une sorcière païenne dangereuse, n'avait besoin que du plus léger signe de tête pour agir. Ce signe de tête n'est jamais venu publiquement de Cyril. Il était trop prudent pour ça. Mais son refus de condamner les rumeurs, de calmer l'hystérie, de défendre publiquement une femme qu'il savait sûrement innocente en disait long. Le silence, après tout, n'est qu'une autre sorte de signal. Et ainsi, le piège s'est refermé lentement, invisiblement autour d'Hypatie, non pas avec des chaînes, mais avec des chuchotements et des doigts pointés. Le genre de prison que tu ne vois jamais avant qu'il ne soit trop tard. C'est arrivé au printemps 415 de notre ère. Hypatie, maintenant au milieu de la cinquantaine, conduisait toujours son char dans les rues d'Alexandrie, enseignait toujours à ses élèves et osait toujours exister au mépris du récit que ses ennemis avaient forgé. Elle connaissait probablement le danger. Les regards étaient devenus hostiles, les chuchotements plus nets et l'atmosphère lourde de menaces. Mais elle continuait, un vivant démenti au fanatisme. Et puis, un jour, ils sont venus la chercher. Ce n'était pas un procès organisé ni une exécution officielle. C'était une foule frénétique, vertueuse et débordante de haine. Menée par les paraboles et prétendument attisée par un homme nommé Pierre, un lecteur de l'Église, ils l'ont interceptée dans les rues. Elle a été traînée hors de son char, dépouillée de ses vêtements et traînée dans un bâtiment d'église, un espace sacré transformé en tanière de boucher. Ce qui s'est passé ensuite est difficile à décrire sans tressaillir. Les récits contemporains, en particulier celui de l'historien Socrate le scolastique, disent que la foule l'a assassinée avec des tuiles de toit ou des coquilles d'huîtres, enlevant la chair de ses os. D'autres disent qu'ils ont démembré son corps, membre par membre. Ce que nous savons, c'est qu'après l'avoir tué, ils ont brûlé les restes. Une insulte supplémentaire, comme si effacer toute trace de son existence rendrait en quelque sorte l'acte vertueux. C'était un meurtre non pas politique, mais passionnel. Le genre alimenté par l'idéologie, pas par la légalité. Pas de procès, pas de verdict, juste l'exécution par la rage. Alexandrie a perdu plus qu'une femme ce jour-là. Elle a perdu sa dernière voix de la tradition classique, son dernier philosophe public et sans doute sa dernière prétention à l'esprit cosmopolite qu'il avait autrefois défini. Oreste était impuissant à répondre. Cyril ? Il a exprimé des regrets, mais s'est distancé de toute responsabilité. Il n'y a eu aucune arrestation, aucune enquête publique. Le silence qui avait précédé la mort d'Hypatie a été suivi par plus de silence, puis par l'oubli progressif. Mais le mal était fait. Avec la mort d'Hypatie, une porte symbolique s'est claquée sur l'âge de la raison de l'Antiquité. Elle a marqué la fin d'Alexandrie en tant que capitale intellectuelle et le début de sa descente dans la rigidité théologique. Son corps mutilé était la marque de ponctuation finale sur des siècles d'érosion culturelle lente. Une érudite a été tuée. Un monde a été perdu. Dans les semaines qui ont suivi le meurtre brutal d'Hypatie, Alexandrie est tombée dans un silence étrange. Non pas parce que la paix était revenue, mais parce que quelque chose d'essentiel était mort. Les rues étaient toujours animées. Les églises résonnaient toujours de chants. Les bureaucrates tamponnaient toujours des parchemins. Mais l'âme de la ville, cet échange ouvert de pensée, cette synthèse de la philosophie grecque,
de la gouvernance romaine et du mysticisme égyptien, s'était éteinte pour toujours. Il n'y a pas eu de justice pour Hypatie. Pas de procès, pas de restitution. Oreste, déjà affaibli, a fini par disparaître des archives historiques. Certains disent qu'il a quitté Alexandrie, trop isolé politiquement pour gouverner. D'autres disent qu'il a été rappelé à Rome. Quoi qu'il en soit, le seul homme au pouvoir qui avait essayé de la protéger était parti. Et l'évêque Cyril? Il est sorti de la crise plus fort que jamais. Bien que Cyril ait nié son implication dans sa mort, beaucoup ont vu son silence et sa rhétorique comme une approbation tacite. Il n'a fait aucun effort pour punir les tueurs. Il n'a jamais condamné l'acte publiquement. Avec le temps, il a même été canonisé, Saint Cyril d'Alexandrie, plus connu pour ses batailles contre l'hérésie que pour la philosophe dont le sang avait été versé sous sa surveillance. Quant à Hypatie, son héritage a été rapidement enterré, non seulement physiquement, mais intellectuellement. Son nom a été effacé de nombreux documents. Ses écrits ont été perdus, ses enseignements attribués à d'autres, ses contributions aux mathématiques et à l'astronomie dispersées à travers l'histoire avec de faibles traces de paternité. En un clin d'œil historique, l'un des esprits les plus brillants de l'Antiquité tardive a été transformé en un murmure. Mais les murmures persistent. Des siècles plus tard, l'histoire d'Hypatie a commencé à refaire surface. D'abord dans les écrits des humanistes de la Renaissance, qui ont vu en elle une martyre de la raison. Puis dans les salons des Lumières, où elle est devenue un symbole de la liberté intellectuelle supprimée par le dogme. Au XIXe et XXe siècle, elle a été élevée une fois de plus, la femme philosophe, la dernière gardienne de la sagesse antique d'Alexandrie, une figure tragique dont la mort a marqué le crépuscule de la civilisation classique. Pourtant, ce que nous savons d'Hypatie aujourd'hui provient en grande partie des récits d'hommes. Des étudiants comme Synésio, des historiens comme Socrate le scolastique et des chroniqueurs d'une époque ultérieure essayant de reconstituer une mosaïque brisée. La femme elle-même, sa voix a été réduite au silence. Mais son silence est devenu un tonnerre. Malgré des siècles de silence, Hypatie a refusé d'être oubliée. Son nom, autrefois presque effacé, a refait surface à chaque époque qui a remis en question l'autorité et valorisé la poursuite de la vérité. Elle est devenue plus qu'une figure historique. Elle est devenue un symbole, non seulement d'une érudite assassinée, mais d'une idée, la raison doit tenir bon, même lorsque le monde devient violent. Pendant la Renaissance, les penseurs ont redécouvert son histoire et l'ont présentée comme une martyre de l'ignorance. Pendant les Lumières, les philosophes et les sceptiques ont désigné Hypatie comme une preuve de ce qui se passe lorsque la religion écrase l'enquête. Volatran a écrit à son sujet avec fureur, décrivant sa mort comme le dernier clou dans le cercueil de l'apprentissage classique. Elle a été présentée comme une héroïne tragique dans des pièces de théâtre, des poèmes et plus tard des romans. Souvent exagérée, oui, mais toujours admirée. À l'époque moderne, son histoire a inspiré les scientifiques, les féministes et les laïcs. Pour les mathématiciens, elle est l'une des premières femmes enregistrées dans le domaine, une pionnière pour celles qui se battent encore pour la représentation dans les STEAM aujourd'hui. Pour les femmes en philosophie, elle est une pionnière ancienne, une qui n'a pas seulement participé à la vie intellectuelle, mais a aidé à la façonner. Et pour les humanistes, elle est un rappel frappant de la fragilité de la connaissance lorsqu'elle est confrontée à la peur. Mais l'héritage d'Hypatie est plus que symbolique. Bien que la plupart de ses œuvres écrites aient disparu, les érudits soupçonnent que son influence reste ancrée dans la survie des textes mathématiques grecs. Ses ajouts et commentaires sont probablement devenus les versions qui se sont infiltrées dans l'érudition arabe et plus tard européenne. Ainsi, même dans le silence, ses empreintes digitales sont restées sur les instruments d'apprentissage. Il y a une profonde ironie là-dedans. La foule qui l'a mise en pièces cherchait à détruire non seulement la femme, mais tout ce qu'elle représentait. Et pourtant, Hypatie a perduré, non pas dans les temples ou les églises, mais dans l'esprit des générations qui ont refusé de laisser son nom disparaître. Aujourd'hui, des statues portent son effigie, des écoles portent son nom et des penseurs de tous les horizons invoquent sa mémoire lorsque le monde commence à glisser dans l'ignorance. Elle se dresse non seulement comme la dernière lumière d'Alexandrie, mais comme un défi pour chacun d'entre nous, parler clairement, penser avec audace et ne jamais reculer devant la foule. Parce que la vérité, comme Hypatie, peut saigner, mais elle ne se brise pas. Sous une étendue tranquille des Alpes italiennes, à seulement 30 km de Turin, se trouve un secret qui défie toute croyance. Il n'est marqué sur aucune carte ancienne ni annoncé aux touristes. Il n'y a pas de ruines romaines, pas de cathédrale médiévale. Au lieu de cela, caché sous le village montagnard de Vidraco,
se trouve un immense complexe souterrain sculpté à la main, un labyrinthe de chambres sacrées connu sous le nom de Temple de l'Humanité. Et pendant près de 2 décennies, personne en dehors d'une petite communauté spirituelle ne savait même qu'ils étaient là. Ce n'est pas une petite grotte avec quelques fresques. Les temples s'étendent sur 5 niveaux reliés par des passages, des escaliers en colimaçon et des dômes qui pourraient rivaliser avec l'architecture des grandes cathédrales. Ils sont recouverts d'art sacré, de mosaïques, de vitraux, de symbologie cosmique et d'autels dorés, tous ciselés, peints et installés à la main. C'est comme si quelqu'un avait essayé de recréer la chapelle Sixtine sous terre, puis avait ajouté des hiéroglyphes égyptiens, des mandalas bouddhistes, des glyphes mayas et des cartes galactiques pour faire bonne mesure. Et qui l'a construit? Pas le Vatican, pas un ordre ésotérique avec des siècles de tradition. Non, c'était un collectif spirituel relativement inconnu qui s'appelait Damanhur, du nom de l'ancienne ville égyptienne censée être le centre du culte d'Horus. Fondé en 1975, le groupe envisageait une société basée sur l'harmonie, l'autosuffisance et l'évolution spirituelle. Les temples étaient leur manifestation physique de ce rêve, un espace sacré destiné à réaligner la conscience humaine avec l'univers. La construction a commencé en 1978, menée par Roberto Erodi, un ancien courtier d'assurance devenu visionnaire mystique. Sans permission, sans plan et en utilisant uniquement des outils manuels, Erodi et ses disciples se sont enfoncés dans la roche sous une maison privée, ils ont travaillé la nuit, utilisé la terre enlevée pour aménager les collines et n'ont rien dit à personne. C'était une sorte de résistance spirituelle, construisant en secret ce qu'ils croyaient ne pas pouvoir être construit en public. Et ils s'en sont tirés pendant 17 ans. Personne ne soupçonnait que derrière la façade discrète d'une maison de campagne, une équipe d'artistes, d'ingénieurs et de croyants sculptait une merveille souterraine. Pas avant qu'un ancien membre mécontent n'ait dénoncé les autorités dans les années 1990 et que la police italienne, s'attendant à trouver un bunker ou un abri fiscal, se soit retrouvée face à l'une des structures souterraines les plus étonnantes d'Europe moderne. Les temples de l'humanité ne sont pas apparus de nulle part. Ils étaient le résultat d'une vision grandiose et très peu conventionnelle née dans l'esprit d'un homme nommé Roberto Erodi, plus tard connu de ses disciples sous le nom de Falco. Dans les années 1970, Erodi n'était pas encore un gourou spirituel. Il occupait un emploi assez ordinaire en tant qu'agent d'assurance dans le nord de l'Italie. Mais sous la surface, il était obsédé par la métaphysique, la réincarnation, les civilisations anciennes et ce qu'il appelait la mémoire du cosmos. Erodi affirmait que depuis son plus jeune âge, il avait vécu des souvenirs vifs de vies antérieures. Pas seulement des impressions vagues, mais des visions détaillées de vies passées dans des civilisations perdues, y compris l'Atlantide et l'Égypte ancienne. Il croyait que ces souvenirs n'étaient pas des fantasmes, mais des plans. Et l'un de ces plans, disait-il, était celui d'un temple, non pas métaphorique, mais littéral, un sanctuaire pour l'éveil spirituel devant être caché sous terre et construit par une communauté unie dans son but. Ainsi, en 1975, il a rassemblé un petit groupe de personnes partageant les mêmes idées dans les contreforts alpins. Il partageait son rêve d'une société autosuffisante et spirituellement évoluée. Le groupe a pris le nom de Damanhur d'après la ville égyptienne du même nom, censée être le berceau du culte d'Horus et de la connaissance ésotérique. Leur mission n'était pas de créer une nouvelle religion, mais de construire un nouveau type de société, une qui équilibrerait la science, l'art, l'écologie et la spiritualité. Damanhur a grandi discrètement. Les membres ont abandonné leur vie antérieure pour rejoindre la vie communautaire dans la campagne italienne. Ils pratiquaient la méditation, la danse sacrée et une langue inventée qu'ils croyaient améliorer la communication à un niveau subtil. Ils ont développé leur propre monnaie. Ils ont étudié les textes anciens et ont prétendu communiquer avec les arbres. Pour les étrangers, tout cela semblait au mieux charmant, au pire excentrique. Mais pour ses disciples, il posait les bases d'une renaissance cosmique. Sous tout cela, cependant, se cachait le véritable secret. La construction avait déjà commencé. Erodi affirmait avoir vu le temple en vision et croyait qu'il était de sa destinée de le construire. Avec des pics, des marteaux, des seaux et une conviction inébranlable, les Damanhuriens ont commencé à creuser, sans savoir s'ils finiraient un jour ou s'ils seraient pris. Ils ne faisaient pas que creuser dans la pierre, ils creusaient dans la croyance elle-même et façonnaient un sanctuaire destiné non pas au présent, mais à un avenir qu'ils croyaient arriver. De l'extérieur, la maison au sommet de la colline à Vidraco avait l'air tout à fait ordinaire. Juste une modeste maison alpine perchée tranquillement au-dessus de la vallée. Mais sous ses planchers, derrière une trappe secrète cachée sous un tapis, se trouvait l'embouchure d'un tunnel en constante expansion. C'est ici, sous le couvert de la nuit et du silence,
que le peuple de Damanhur a entrepris ce qui ne peut être décrit que comme un miracle architectural, construire un vaste temple souterrain à la main. La construction a commencé en 1978. Il n'y avait pas de grue, pas de tractopelle, pas d'équipe d'ingénierie avec des casques de chantier, juste une poignée de personnes avec des pioches, des marteaux et des lanternes. Ils ont creusé des tunnels dans la roche solide avec des outils de base, en enlevant les débris saut par saut, travaillant souvent toute la nuit pour éviter d'être détectés. La terre excavée a été discrètement répartie à travers le paysage, utilisée pour façonner des jardins et des terrasses, ne laissant aucun signe que quelque chose se passait en dessous. C'était incroyablement dangereux. Le travail n'était pas autorisé. Il n'y avait pas de code de sécurité. Une seule erreur aurait pu déclencher un effondrement et les enterrer vivants. Mais les Damanhuriens croyaient qu'ils étaient protégés par la foi, la destinée et la direction d'intelligence supérieure. Ce n'était pas seulement de la construction, c'était un rituel sacré. Chaque coup de marteau était un acte de dévotion. Hérodi ou Falco affirmait avoir déjà vu le temple en vision, chaque pièce, chaque hall, chaque autel doré. Ces croquis ont guidé la disposition. Des dômes représentant différents principes spirituels interconnectés par des passages remplis d'art et de lumière. Chaque chambre avait une fonction, méditation, guérison, alignement énergétique. L'architecture était guidée par la géométrie sacrée et le symbolisme ésotérique, pas par l'utilité moderne. Même lorsque de plus en plus de membres ont rejoint le projet, le secret a été gardé. Les familles ont transmis des histoires de leurs enfants qui grandissaient en jouant au-dessus du sol du temple, complètement inconscients de ce qui se trouvait sous leurs pieds. D'une manière ou d'une autre, pendant près de 15 ans, aucun voisin n'a signalé d'activités étranges. Aucun habitant curieux n'est tombé sur la mauvaise porte. Aucune autorité n'a frappé à la porte. Au début des années 1990, ils avaient creusé un espace souterrain assez grand pour abriter plusieurs étages de salles richement décorées sans qu'un seul étranger ne le sache. C'était un exploit de persévérance humaine, de folie, d'art ou peut-être des trois. Ils ne faisaient pas que construire un temple, ils défiaient le monde moderne en prouvant que quelque chose d'ancien pouvait encore naître, caché en dessous. Pendant près de 17 ans, les temples de l'humanité sont restés l'un des secrets les mieux gardés d'Europe moderne. Mais comme tous les secrets, celui-ci a fini par faire surface. Pas avec un murmure, mais avec un bang. En 1992, un ancien membre damanhurien, aigri par un différend avec la direction, a décidé de signaler l'existence du complexe souterrain aux autorités italiennes. Il a affirmé qu'il y avait une énorme structure illégale enfouie sous les Alpes. Une qui n'était pas enregistrée, non inspectée et certainement pas approuvée. Pour le gouvernement, cela semblait absurde. Un système de temple entier construit par un culte sans que personne ne le remarque. Pourtant, les fonctionnaires étaient obligés d'enquêter. Lorsque la police est arrivée sur le site à Vidraco, ils s'attendaient tout au plus à un sous-sol non autorisé ou peut-être à un petit bunker. Ce qu'ils ont trouvé dépassait tout ce à quoi ils s'étaient préparés. Après être entrés par la trappe dissimulée, ils sont descendus dans de vastes chambres scintillantes de mosaïques, d'autels dorés et de vitraux, tous souterrains. Des piliers de marbre, des dômes élevés, une symbologie sacrée de toutes les traditions spirituelles connues. Les officiers ont été stupéfaits. Certains rapports disent qu'ils ont cru avoir découvert une civilisation perdue. La taille et l'art de ces temples défiaient toute logique. Ce n'était pas juste une pièce secrète. C'était une merveille architecturale à plusieurs niveaux creusée dans la roche, cachée en pleine vue. La nouvelle de la découverte s'est répandue rapidement et la réaction du public a été un mélange chaotique de fascination, d'indignation et de panique bureaucratique. Le gouvernement italien, initialement alarmé, a émis un ordre d'arrêt immédiat des travaux et a menacé de sceller le complexe de façon permanente. Après tout, aucun permis n'avait été déposé et de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité structurelle se faisaient sentir. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Au lieu de reculer dans la peur ou le ridicule, le public était intrigué. Des photos des chambres, en particulier la salle des miroirs et le temple bleu, ont commencé à circuler dans les journaux italiens. Les gens étaient captivés. Qui étaient ces gens? Comment avaient-ils construit ça et pourquoi? Damanhur, face à une possible extinction ou une réclamation, a choisi d'ouvrir ses portes. Ils ont invité des fonctionnaires, des journalistes, voire des scientifiques sceptiques à visiter les temples. Et ce qu'ils ont vu était indéniable. Pas l'œuvre d'un culte, mais un projet artistique et spirituel monumental. En essayant d'enterrer leur vision, Damanhur avait créé une merveille. Et maintenant, le monde entier voulait y participer.
Une fois le chat sorti du sac cosmique, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Face à la menace imminente de démolition, la communauté de Damanhur a fait un choix audacieux, une transparence totale. Plutôt que de nier ou de cacher leur création, ils ont invité le monde à l'intérieur. C'était un risque calculé, mais il a été spectaculairement payant. Des journalistes, des archéologues, des ingénieurs et même des fonctionnaires sceptiques ont été escortés dans la montagne pour voir ce qui avait été sculpté sous leurs pieds. Et ce qu'ils ont trouvé était moins un repère de secte secrète qu'un Vatican souterrain rencontre le subconscient de Gaudi. Il y avait la salle des miroirs, une immense chambre avec des murs recouverts de miroirs, des plafonds en vitrail et des sols carrelés qui reflétaient la lumière comme un kaléidoscope d'énergie. Il y avait la salle de la Terre, en forme de calice, dédiée aux principes féminins et aux anciennes déesses de la Terre. Chaque temple était conçu avec précision, non seulement artistiquement, mais énergétiquement aligné avec ce que les Damanhuriens croyaient être des lignes synchroniques, des voies cosmiques d'énergie sillonnant la Terre. L'architecture a été construite pour résonner avec ces lignes, amplifiant leurs effets et transformant l'espace en une sorte de moteur spirituel. Les autorités italiennes, maintenant confrontées à la fascination du public et au buzz médiatique, avaient un problème entre les mains. Oui, les temples étaient techniquement illégaux, mais les démolir signifierait détruire une merveille artistique moderne qui avait captivé l'imagination du public. Dans un rare revirement de la miséricorde bureaucratique, le gouvernement a choisi de réglementer au lieu d'effacer. Plutôt que de fermer le complexe, ils ont permis à Damanhur de conserver la propriété en vertu de directives strictes de sécurité et de préservation. Les ingénieurs ont examiné l'intégrité structurelle. Les historiens ont catalogué le symbolisme. Les artistes sont simplement restés bouche bée. Au milieu des années 1990, les temples de l'humanité avaient été transformés d'un mystère interdit en un phénomène culturel. Le groupe a lancé des visites guidées et des retraites spirituelles. Des cinéastes et des photographes ont documenté les salles. Les critiques sont restées, bien sûr, mais la curiosité a largement dépassé la condamnation. Ce qui avait été caché était maintenant ouvert au monde. Et dans un étrange renversement de situation, le secret même qui avait autrefois protégé les temples était devenu leur plus grand outil de marketing. Les gens ne venaient pas seulement voir de l'art. Ils venaient se tenir à l'intérieur d'un miracle qui n'était pas censé exister. La montagne avait gardé son secret. Maintenant, elle le murmurait à tout le monde. À l'œil non averti, les temples de l'humanité pourraient sembler être un projet artistique éclectique devenu incontrôlable. Plein de couleurs, de symboles et d'éclats cosmiques. Mais pour les Damanhuriens, chaque centimètre carré a un but. Ce n'était pas seulement un espace sacré. C'était une machine à conscience, un outil métaphysique conçu pour amplifier l'énergie spirituelle, réveiller le potentiel humain latent et réaligner l'humanité avec le cosmos. Au cœur de la philosophie de Damanhur se trouve la croyance que la Terre est sillonnée de lignes synchroniques, des courants énergétiques similaires aux ley lines ou aux méridiens d'acupuncture. Ces lignes, disent-ils, relient des sites puissants à travers la planète, les pyramides, Stonehenge, Machu Picchu et maintenant les temples souterrains de Vidraco. Les temples n'ont pas été placés au hasard. Ils ont été intentionnellement construits à l'intersection de ces lignes, ce qui en fait, dans la logique damanhurienne, une sorte de station de charge interdimensionnelle. Chaque chambre à l'intérieur des temples reflète un concept spirituel différent. La salle de l'eau, par exemple, est dédiée aux vies antérieures et à la guérison émotionnelle. La salle des sphères est considérée comme le noyau énergétique du temple, un endroit destiné à communiquer avec des intelligences supérieures et des civilisations lointaines. Non, pas métaphoriquement. Les Damanhuriens croient sincèrement que la conscience existe au-delà de la Terre et que les temples agissent comme un phare. Ce n'est pas seulement symbolique. La communauté incorpore le son, la géométrie et la résonance matérielle dans l'architecture pour activer ces énergies. Les murs sont intégrés avec des bobines de cuivre. Des cristaux de quartz sont positionnés pour réfléchir les fréquences. Chaque élément, des couleurs aux symboles en passant par les matériaux, est choisi en fonction de la façon dont il résonne avec la conscience humaine et les harmoniques planétaires. Les visiteurs décrivent souvent des expériences étranges, ressentant des vagues d'énergie, entendant des tons inexpliqués ou entrant dans des états de conscience altérés. Qu'il s'agisse d'un placebo ou d'un réseau électrique, les temples semblent avoir un effet. Même les scientifiques sceptiques ont noté une activité électromagnétique inhabituellement forte dans certaines chambres. Mais pour les fidèles damanhuriens, la science ne fait que confirmer ce qu'ils savent déjà. C'est un temple vivant, un qui interagit avec l'intention, l'émotion et la pensée. C'est un pont non seulement entre la Terre et les étoiles,
mais entre ce que nous sommes et ce que nous pourrions devenir. À leurs yeux, les temples de l'humanité ne sont pas une relique du passé, mais un prototype pour l'avenir. Bien que les temples souterrains soient la partie la plus spectaculaire visuellement de Damanhur, ils ne sont qu'un élément d'une expérience spirituelle beaucoup plus vaste. Au-dessus du sol, la fédération de Damanhur fonctionne comme une sorte de micronation intentionnelle, avec sa propre constitution, sa propre monnaie, ses propres écoles et même son propre système de chronométrage. C'est exact, ils utilisent leur propre calendrier, qui a commencé en 1975, l'année de la fondation de la fédération. Selon le calcul damanhurien, nous sommes actuellement en l'an 50 et quelques. La communauté est organisée en éco-villages, chacun ayant un but spécifique, l'agriculture, les arts, la recherche, la guérison ou le travail au temple. La vie quotidienne mélange le mystique avec le banal. Les résidents cultivent leur propre nourriture, participent à des méditations de groupe et se réunissent pour des séances hebdomadaires d'alchimie sociale conçues pour aligner la progression spirituelle de l'individu avec l'évolution collective du groupe. À son apogée, Damanhur comptait plus d'1 millier de membres provenant de plus de 30 pays. Les nouveaux venus ne rejoignent pas simplement de façon désinvolte. Ils subissent un processus d'initiation et sont encouragés à vivre en communauté, à renoncer à certains biens personnels et à contribuer de leurs compétences au collectif. Les professions varient du sculpteur au développeur de logiciels. On s'attend à ce que chacun contribue à l'ensemble. L'éducation joue un rôle énorme dans la vie damanhurienne. Les enfants apprennent non seulement les mathématiques et les langues, mais aussi la géométrie sacrée, la mythologie ancienne et la conscience de l'énergie. Il existe même une université damanhurienne offrant des cours en sciences ésotériques, en physique spirituelle et en méthodes de guérison alternative. Si cela ressemble à Poudlard avec des panneaux solaires, vous n'êtes pas loin du compte. Au centre philosophique de tout cela, il y a l'idée que la divinité existe en toute chose et que le but de l'humanité est de s'éveiller à son rôle de co-créateur avec l'univers. Cela signifie vivre en harmonie avec la nature, explorer la conscience et utiliser la créativité comme un outil spirituel. Pour les étrangers, la communauté peut sembler excentrique, voire sectaire, mais il n'y a pas de divinité unique, pas de dogme imposé et pas de tyran charismatique. Le leadership est démocratique et les rôles tournent. Les membres sont libres de partir et beaucoup le font. Des critiques existent. Certains anciens membres citent des pressions internes, une rigidité idéologique ou un épuisement professionnel. Mais même les critiques admettent que c'est différent de tout ce qui existe sur Terre. Damanhur n'est pas seulement une commune ou une retraite spirituelle. C'est une expérience sociale en cours, un endroit où les gens essaient sincèrement de vivre un mythe, pas seulement dans l'Irin. Se promener dans les temples de l'humanité, c'est entrer dans un univers fait de symboles. Chaque mur, chaque plafond et chaque sol sont recouverts de significations mythologiques, mathématiques, cosmologiques. Mais Damanhur ne considère pas l'art comme une simple décoration. Ici, l'art est une technologie sacrée, un outil pour réveiller l'esprit, déverrouiller la mémoire ancienne et communiquer avec le divin sans dire un seul mot. Leur esthétique n'est pas aléatoire. Elle entrelace l'iconographie égyptienne, les spirales celtiques, les divinités hindoues et les cartes stellaires futuristes. Une chambre pourrait représenter l'œil d'Horus tandis qu'une autre présente des brins d'ADN stylisés ou des alignements planétaires. Ce ne sont pas que de jolis motifs. Ce sont des codes intentionnels. Les damanhuriens croient que ces symboles parlent à la langue de l'âme, contournant l'esprit rationnel et déclenchant une conscience plus profonde. Mais pourquoi mélanger autant de cultures et de traditions? Selon leurs enseignements, tous les mythes sont des fragments d'une vérité universelle plus grande. Des histoires racontées dans différentes langues pointant vers la même source cosmique. Les temples ne prétendent pas recréer une seule religion. Au lieu de cela, ils cherchent à les harmoniser toutes, non pas dans un mélange fade, mais comme une intégration délibérée de l'histoire spirituelle humaine. Ensuite, il y a la question de la langue, ou plutôt des langues. Damanhur a développé sa propre langue sacrée appelée langue sacrée. Pas très originale, mais exacte. Elle se compose de milliers d'idéogrammes, chacun conçu pour exprimer des concepts spirituels que la parole ordinaire est censée ne pas pouvoir saisir. Vous trouverez ces glyphes sculptés dans la pierre et le verre dans tous les temples, scintillant dans la feuille d'or, gravés dans le marbre coloré, flottant au-dessus des portes comme des sorts lumineux. Pour la communauté, ces symboles ne sont pas inventés, ils sont remémorés. Falco affirmait que cette langue provient de civilisations anciennes précédant notre histoire enregistrée, peut-être même d'origines extraterrestres. En d'autres termes, les symboles sont moins créés que récupérés, comme des fossiles spirituels d'un âge antérieur plus sage.
Les visiteurs décrivent souvent l'expérience d'être à l'intérieur des temples comme émotionnelle, voire accablante. Beaucoup pleurent. Certains disent qu'ils ressentent un étrange sentiment de familiarité, comme s'ils se souvenaient de quelque chose d'oublié depuis longtemps. Et c'est exactement le but. Les temples ne sont pas conçus pour expliquer, ils sont conçus pour évoquer. Parce qu'à Damanhur, la vérité n'est pas enseignée. Elle est réveillée par l'histoire, le symbole et le silence entre les mots. Les temples de l'humanité n'ont jamais été destinés à être des monuments du passé. Ils étaient et sont toujours un plan pour l'avenir. Pas seulement un avenir spirituel, mais un avenir culturel où l'architecture, la conscience et la communauté fusionnent en quelque chose de nouveau. Alors que le monde au-dessus se précipite en avant avec la technologie et la division, le monde sous Vidraco continue de s'étendre lentement, intentionnellement, un coup de pinceau à la fois. Même aujourd'hui, les temples ne sont pas terminés. Damanhur les considère comme un organisme vivant en constante évolution. De nouvelles chambres sont ajoutées, les anciennes sont rénovées, les peintures murales sont retouchées, de nouveaux symboles sont ajoutés pour refléter l'énergie changeante de la communauté. Contrairement aux sites sacrés traditionnels figés dans le temps, les temples de l'humanité respirent. Ils grandissent avec les personnes qui les ont construits. Au cours des années qui ont suivi leur découverte, Damanhur a étendu sa portée mondiale. La fédération comprend maintenant des centres dans d'autres pays, des cours en ligne et un flux de visiteurs internationaux qui viennent pour des retraites spirituelles, la guérison énergétique ou simplement par curiosité. Alors que certains arrivent en s'attendant à des bêtises New Age, beaucoup repartent profondément touchés, pas nécessairement convertis, mais émus par l'ambition même du lieu. Après tout, combien de communautés construisent réellement des cathédrales à partir de zéro, sous terre, en secret? Pourtant, Damanhur n'est pas sans critique. Les sceptiques lèvent les sourcils sur certaines de ses affirmations, les vies antérieures, les lignes synchroniques, la communication interstellaire. D'autres s'inquiètent de son intensité sectaire ou du degré de dévotion attendu des membres. Ils ont apporté de l'étain de Grande-Bretagne, de l'argent d'Ibérie, du papyrus d'Égypte et des épices d'Arabie. Certaines sources, dont Hérodote, affirment même que les marins phéniciens, sous parrainage égyptien, ont fait le tour de l'Afrique dès le VIe siècle avant notre ère. C'est une affirmation audacieuse. Mais si quelqu'un dans le monde antique pouvait avoir réussi un tel exploit, c'était probablement les Phéniciens. Ils n'ont pas construit des monuments, ils ont construit des racines et ce faisant, ils ont cartographié le cœur du monde antique à travers le vent, les vagues et le commerce. Alors que les marins méditerranéens fendaient les vagues et commerçaient de ville en ville, loin à l'est, un autre type de voyage se déroulait. Plus lent, plus poussiéreux et tout aussi transformateur. Dans la Chine ancienne, le voyage ne signifiait pas des navires sur la mer. Il signifiait des caravanes traversant des déserts, serpentant à travers des montagnes et bravant certains des terrains les plus impitoyables de la Terre. C'était le début de ce que nous appelons maintenant la route de la soie. Un vaste réseau de routes terrestres qui reliait l'Asie de l'Est au Moyen-Orient, à l'Asie centrale et finalement à l'Europe. Ses origines remontent à la dynastie Han vers le IIe siècle avant notre ère lorsque l'empereur Wudéan a envoyé un émissaire nommé Zhang Qian vers l'ouest pour établir des alliances contre les envahisseurs nomades. Zhang Qian a échoué dans sa mission politique, mais ce faisant, il a accidentellement découvert des civilisations entières au-delà de la frontière occidentale de la Chine. Il est revenu des années plus tard avec des histoires de marchandises persanes, de chevaux d'Asie centrale et de cultures exotiques. L'empereur n'était pas ravi du retard, mais il était fasciné par les possibilités. Les routes commerciales se sont épanouies. Les marchands chinois ont commencé à exporter de la soie, de la laque, des épices, du jade et de la porcelaine. Des produits si désirables qu'ils sont devenus des symboles de statut de l'Inde à Rome. En retour, les caravanes rapportaient des chevaux, de la verrerie, de la laine et de l'or. Mais ce n'était pas que des marchandises qui voyageaient. Des idées, des technologies et des religions ont traversé les frontières. Le bouddhisme s'est déplacé de l'Inde vers la Chine. Des styles artistiques ont fusionné. Des instruments ont été échangés. Même le papier, inventé en Chine, finirait par se frayer un chemin vers l'ouest, révolutionnant la communication écrite. Mais le voyage sur la route de la soie était brutal. Les caravanes traversaient le désert du Taklamakan, surnommé l'endroit d'où personne ne revient. Les tempêtes de sable pouvaient enterrer les voyageurs. Des voleurs rôdaient dans des cols éloignés. Et la simple distance, des milliers de kilomètres de Chang'an, l'actuel 11 ans, à des villes comme Samarcande ou Antioche, pouvait prendre des mois, voire des années. Les voyageurs comptaient sur les oasis où de petites villes commerçantes florissaient comme des joyaux verts dans le désert, Dunhuan, Kashgar,
Merv. Aucun empire ne contrôlait la totalité de la route. Elle était maintenue en vie par un patchwork de royaumes, de tribus et de cités-États, chacun maintenant une partie de la route et taxant ceux qui passaient. Et pourtant, malgré sa complexité, elle fonctionnait, créant une toile de connexion qui a remodelé le monde antique. La route de la soie n'était pas un simple sentier. C'était un système circulatoire pompant la vie, la croyance et l'ambition à travers les continents. Alors que les déserts, les fleuves et les mers posaient des obstacles majeurs aux anciens voyageurs, l'Empire perse a adopté une approche différente. Ils ont construit des routes, longues, durables, bien entretenues et pas seulement pour le déplacement des armées ou des marchandises. Pour les Perses achéménides, les routes étaient l'infrastructure de l'Empire lui-même, un moyen de lier un patchwork de terres conquises, de langues et de cultures en un seul système cohérent. Au cœur de cette vision se trouvait la route royale, commandée par Darius le Grand au VE siècle avant notre ère. S'étendant sur plus de 2400 km de Suse en Perse à Sardes près de la mer Égée, cette autoroute reliait l'Empire des en ouest, permettant aux courriers, aux marchands et aux officiers militaires de parcourir de vastes distances à une vitesse sans précédent. Grâce à un système de relais avec des chevaux frais et des fournitures, les messagers royaux pouvaient couvrir tout le parcours en seulement 7 à 9 jours, une réalisation étonnante pour l'époque. À titre de comparaison, le voyageur ou la caravane moyen mettrait environ 3 mois. Mais la route n'était pas seulement rapide, elle était sûre. Des patrouilles, des fortifications et des avant-postes assuraient la sécurité pour ceux qui voyageaient sous la bannière du roi. Les voyageurs de tout l'Empire, des scribes babyloniens aux diplomates grecs, utilisaient la route royale non seulement pour déplacer des marchandises, mais aussi pour déplacer des idées, des rumeurs et de la politique. À bien des égards, elle est devenue la super autoroute de l'information de l'Empire. Le réseau routier de l'Empire perse s'étendait au-delà de la route royale reliant des villes comme Ecbatane, Persépolis et Babylone et s'étendant vers l'Égypte, l'Inde et l'Asie centrale. Des stations de relais appelées caravansérails offraient du repos et des fournitures aux marchands et voyageurs fatigués. Ces structures deviendraient plus tard des éléments vitaux des voyages islamiques et de la route de la soie des siècles plus tard. Plus que de simples infrastructures, les routes persanes symbolisaient le désir de l'Empire d'unir ses nombreuses parties, pas seulement par la force, mais par la connexion. En standardisant la monnaie, les poids et les langues utilisées pour la communication officielle, les Perses ont facilité l'interaction, le commerce et la participation des gens à l'économie impériale. Dans un monde où la plupart des mouvements étaient lents et chaotiques, la Perse offrait quelque chose de révolutionnaire, l'ordre, la structure et un système conçu pour les voyages longue distance. Bref, les Perses n'ont pas seulement régné sur un empire, ils l'ont conçu. Les Grecs n'étaient pas des bâtisseurs d'empire au sens traditionnel du terme. Pas au début du moins. Ce qu'ils étaient, cependant, c'était incroyablement curieux. D'Hérodote à Pythéa, les voyageurs grecs ont parcouru le monde antique à la recherche de connaissances, de commerce et parfois juste de pur émerveillement. L'exploration pour eux ne portait pas toujours sur la conquête. C'était une façon de poser des questions, de recueillir des histoires et de cartographier l'inconnu. L'un des explorateurs les plus anciens et les plus fascinants était Pythéa de Massalia, l'actuelle Marseille, qui, vers 325 avant notre ère, a navigué au-delà du monde connu à travers le détroit de Gibraltar, le long de la côte atlantique et, selon les dires, jusqu'à une terre du nord mystérieuse qu'il a appelée Thulé. De nombreux érudits pensent qu'il a peut-être atteint l'Islande ou la Norvège. Il a décrit des phénomènes étranges comme le soleil de minuit et les mers gelées, des choses que les lecteurs méditerranéens pensaient être mythiques. Mais Pythéa n'était pas un créateur de mythes. C'était un scientifique avec un cœur de marin. Pendant ce temps, en Méditerranée orientale, les marchands et les philosophes grecs voyageaient à travers l'Égypte, la Perse et l'Inde. Les campagnes d'Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère ont ouvert le monde grec en grand, créant l'ère hellénistique où le grec est devenu une lingua franca d'Athènes à la Bactriane. Des villes comme Alexandrie, Antioche et Séleucie sont devenues des carrefours de marchandises et d'idées. Le voyage n'était plus une exception. C'était une attente. Puis sont venus les Romains, les ingénieurs de l'Empire. Les Romains ont pris le voyage et l'ont pavé, tout à fait littéralement. Avec leur célèbre réseau routier, ils ont relié des villes à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. À son apogée, l'Empire romain comptait plus de 400 000 km de routes, dont plus de 80 000 km d'autoroutes pavées en pierre. Des routes comme la Via Appia, construite en 312 avant notre ère, étaient des prouesses d'ingénierie conçues pour durer et beaucoup d'entre elles existent encore aujourd'hui. Les routes romaines ont d'abord servi l'armée, permettant aux légions de se déplacer rapidement pour écraser les rébellions, mais elles ont aussi permis le commerce, les services postaux,
les pèlerinages et même le tourisme. Les riches romains visitaient les temples grecs, les pyramides égyptiennes et les villes thermales de Gaule. Les guides et les anecdotes de voyage sont devenus une lecture populaire. Pour les Romains, le voyage n'était pas qu'une question pratique.